Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un pilote américain que j'ai eu la chance de connaître, la chance de rencontrer, j'ai eu la chance d'aller lui rendre visite chez lui à Pacifica au sud de San Francisco. Il s'agit de Francis Clifford. Alors il n'aimait pas tellement le prénom Francis et il préférait qu'on l'appelait Cliff. Et d'ailleurs dans le milieu de la moto, surtout en Californie, dans la région de San Francisco, il était vraiment connu sous ce nom-là. Il avait vraiment une très très bonne réputation parce qu'il était non seulement un ancien pilote de course, mais aussi un très très bon mécanicien, préparateur de moteurs de course Harley ou Indian. Alors Francis Clifford était né en mai 1920, il est décédé en juillet 2006 à 86 ans. Et j'ai eu la chance de le rencontrer donc en 1999 lorsqu'il avait 79 ans. Alors je vous résume un petit peu la situation. Je rendais visite à mon frère qui habite à San Francisco depuis 1980 à peu près. Il m'a prêté sa voiture pour aller sillonner la ville et les alentours. Et moi, je cherchais de la pièce d'Harley de course, donc de WR. Alors pas facile, pas facile. Hein. J'ai bien sûr rendu visite à la concession Dudley Perkins. Je suis tombé sur des petits jeunes qui savaient même pas ce que c'était qu'un WR. Je leur expliquais une vieille Harley de course, moteur flathead, machin. Alors il y en a un qui me dit, bah, allez voir ce monsieur là dans le bureau. Donc c'était le plus vieux de tous les employés de chez Dudley Perkins. Je lui explique ce que je cherche. Il me dit, bah, voilà, tu vas téléphoner à ce numéro-là, Francis Clifford, il me file son numéro, j'appelle le bonhomme, il me dit oui, qu'est-ce que tu cherches? Je lui dis bah je cherche des pièces pour un WR. Il me dit ah bah tiens j'ai peut-être des trucs pour toi parce que bah moi aussi j'ai roulé en WR et puis j'en ai encore, j'ai fait de la course et tout. Alors là évidemment je suis super intéressé, je prends son adresse et je m'apprête à aller lui rendre visite pendant toute une journée. Euh, Seule chose, je me dis, je vais quand même rendre visite à un monsieur de presque 80 ans. Si ça se trouve, c'est un petit retraité propre sur soi qui habite dans une petite zone pavillonnaire. Bon, je vais me mettre un jean propre, une chemise propre et tout ce qui s'ensuit. Et puis surtout, la voiture de mon frère, hein, c'était une vieille Chrysler 300 du milieu des années 60 avec un énorme V8, mais elle était pourrie, elle était vraiment toute rouillée de partout, elle avait quasiment plus de frein, vachement pratique à San Francisco. Donc j'arrive à Pacifica, je me gare à 2 pâtés de maison et j'arrive à pied en me disant bon quand même, j'ai pas envie de faire mauvais effet avec la vieille bagnole de mon frère. J'arrive devant sa maison, il y a personne, j'attends un petit peu, je vois passer un voisin, je lui dis tiens Francis Clifford, ça vous dit quelque chose, vous savez pas où il est? Ah le vieux Cliff, oh, bah, il va arriver dans pas longtemps, là il est parti faire une course. Et il arrive avec une bagnole encore plus pourrie que celle de mon frère, et alors surtout sur lui, bah, il avait des pompes Red Wing qui avaient l'air d'avoir son âge à peu près, le jean qui lui servait de torchon d'atelier, le pull pareil, enfin bon voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Donc en gros, il m'ouvre son garage, hein, le garage faisait toute la superficie en rez-de-chaussée de la maison. C'est typiquement américain, ça c'était une petite maison vraiment typique de l'immédiate après-guerre, hein, après Seconde Guerre mondiale, donc tout le quartier Pacifica, hein, très très mid-century, donc 50s. Et là, je tombe vraiment sur une caverne d'Ali Baba avec de la vieille Harley, de la vieille Indian. Donc il y avait de l'Harley semi-culbutée avec encore la petite décalcomanie de Dudley Perkins. Il y avait de l'Indian Scout 101. Qu'est-ce qu'il y avait? Harley WR, WLDR. Et puis alors de la pièce détachée de partout et de l'outillage de partout. Donc je vais vous montrer d'ailleurs quelques photos de certains des outils qu'avait ce monsieur. Donc, il avait notamment un cam grinder, donc un engin un outil qui s'était fait fabriquer, enfin qui s'était fabriqué lui-même pour retailler les profils de cam, vraiment faire des cams racing avec de vulgaires cams de WL par exemple. Et un peu comme Burt Munro, hein, donc il faisait ses fonderies d'aluminium lui-même dans son atelier. Donc là, je vous montre des photos où on le voit en train de couler alors je sais pas s'il faisait ses pistons, s'il faisait d'autres pièces, hein, j'ai aucune idée, mais enfin en tout cas il fondait de l'aluminium et donc ce monsieur commence à me raconter sa vie. Donc il me dit que en 1936
Donc il avait quoi? Il avait 16 ans, il s'achète une première Harley d'occasion, donc une vieille JD semi-culbutée pour 5 $. Et 4 ans plus tard, il s'engage dans sa première course, donc en 1940, mais sur une autre Harley, hein, je crois que c'était un vieux flathead du début des années 30. Première course, il se casse la gueule, il se pète une jambe, jambe gauche ou jambe droite, je sais plus, et il y a d'autres pilotes qui lui arrivent dessus et qui lui cassent l'autre jambe. Donc il se retrouve, après sa première course, avec les deux guibolles dans le plâtre, et là je vous montre une photo de lui qui a été prise donc en 1940. Il se remet de ses blessures, il est engagé dans l'US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire de la soudure sous-marine, quoi. Donc voilà, sous l'eau, il devient soudeur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il se remet à la course et là, il a un autre accident assez sérieux dans la mesure où sur les WR, donc qui étaient sortis en 41, les WR ou les Indian, quand on se cassait la gueule, on risquait de se prendre la couronne arrière, comment dire, quelque part sur le corps. Il y avait deux couronnes sur les WR, enfin sur la plupart des WR. Il y avait deux couronnes avec deux rapports de démultiplication différentes, et on pouvait tout simplement inverser le sens de la roue pour changer le rapport de démultiplication. Le problème, c'est que donc la couronne qui était entraînée par la chaîne d'un côté, aucun problème, hein, mais alors l'autre couronne, elle tournait dans le vide, et puis ça faisait un peu comme une tronçonneuse. Donc Francis Clifford lève son pull là, et il me montre toutes les cicatrices qu'il a, alors qui se poursuivent sur le bras. Enfin, il avait plein de points de suture, et puis on voyait vraiment les petits points qui se suivaient. C'était donc la couronne d'une moto, je sais pas si c'était la sienne, hein, je me souviens plus trop des détails, mais il s'est cassé la gueule, et puis il y a une roue arrière qui tournait à fond, et puis il est venu se frotter contre la couronne qui tournait donc comme une tronçonneuse. Enfin bon, toujours est-il qu'à part ces deux accidents qu'il m'a raconté, il en a certainement eu d'autres. Il a aussi gagné beaucoup de courses, hein, ça je l'ai vu à tous les trophées qu'il avait donc à l'étage dans la partie habitable de sa maison. Et il a commencé à être mécanicien chez Hap Jones. Donc Hap Jones qui était le concessionnaire Indian assez célèbre de San Francisco, qui lui-même était un ancien pilote, qui lui aussi sponsorisait son écurie de course. Il était très bon mécanicien, au point qu'il se fait débaucher par Dudley Perkins, qui lui était le concessionnaire Harley, donc. Et au bout de quelques temps, il pilote aussi des Harley donc pour Dudley Perkins, mais des motos que lui-même prépare. Et ces motos sont plus rapides que les WR d'usine. Donc Perkins essaye de percer les secrets de Francis Clifford, et ça agace Clifford, donc il devient tellement insistant que, à force de refuser, Dudley Perkins finit par le virer. Donc sans aucun problème, il se fait réembaucher par Hap Jones. En 1947, Francis Clifford participe aux fameuses courses qu'il y a le 4 juillet 47 à Hollister, donc en Californie. Donc il y va avec son Indian, donc une Indian qu'il avait toujours, hein, qui lui sert aussi bien à l'époque de moto de course que de bobber, hein. Il suffit de virer l'éclairage pour tourner sur circuit en flat track, et puis ensuite de remettre les loupiottes devant derrière, et puis rouler sur la route. Donc il me raconte un petit peu Hollister en 47, hein, il me dit que franchement tout ça avait été largement exagéré, que bon bien sûr il y a eu quelques débordements, mais pas plus que dans plein d'autres petits meetings de l'AMA qui pouvait y avoir donc à travers la Californie pendant les années 40. En 48, il se rend sur le lac asséché de Reno avec toujours sa Scout 101, et puis là il bat un petit record de catégorie de 171 km/h. Bon, ça paraît pas énorme, mais enfin bon, avec une Scout 101 sur un lac asséché, c'est quand même pas mal. Et voilà, donc il me raconte un petit peu sa vie. Je lui demande ce qu'il a à vendre, évidemment, parce qu'au départ, j'étais là pour écouter ses histoires, mais aussi surtout pour lui acheter des pièces ou voir un peu ce qu'il avait à proposer. Donc c'est là, par exemple, qu'il me vend la
majorité, presque la totalité des bougies Harley numéro 5 là que j'ai. Alors attendez, voilà, j'essaie de bien viser. Voilà, les bougies Racing numéro 5. Il avait plein de bougies comme ça, des numéros 4 et des numéros 5. Si ce n'est que les numéros 4, il s'en servait encore parce qu'il avait un WLDR dont sa femme se servait de temps en temps sur la route. Donc autant les 5, il n'en avait plus besoin parce que ni lui ni sa femme ne faisaient de course, mais les 4, il les a gardés. Par contre, il m'a filé aussi quelques champions R11. Alors attendez, là, je crois que j'en ai une ici. Voilà, les champions R11, c'était des bougies qui étaient encore plus froides que les numéros 5. Donc ça pour vraiment un moteur de course, d'après lui, c'était encore mieux, quoi. La femme de Francis Clifford s'appelait Helen Henderson. Alors pas Henderson comme la marque de moto, mais Henderson de la marque de moto, parce que c'était la petite nièce de William Henderson, donc l'un des fondateurs de la marque qui fabriquait les 4 cylindres en ligne. Alors quand Francis Clifford a connu Helen Henderson, ils ont eu une sorte de coup de foudre, sauf que chacun des deux était marié. Francis Clifford a perdu sa femme d'une maladie. Quant à Helen Henderson, son mari a été pris dans une bagarre, il est tombé dans le coma, quelques semaines après, il était mort. Donc une fois que chacun des deux était veuf, hop, ils se sont mariés. Helen Henderson a d'ailleurs travaillé pendant quelque temps chez Hap Jones, je crois. Je sais plus si c'était Dudley Perkins ou Hap Jones, enfin peu importe. En tout cas, bon, bah, ils se sont mariés donc à l'époque, hein, pendant les années 40. Et quand j'ai rendu visite donc en mai 99, donc il y a 25 ans de ça déjà, à Francis Clifford, j'ai aussi fait la connaissance de Helen Henderson qui m'a montré quelques photos de famille du clan Henderson. Hein. Donc ça c'était quand même vachement intéressant. Elle avait d'ailleurs une Henderson 4 cylindres elle aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que oui, donc j'ai fini par acheter quelques pièces à ce bon vieux Cliff, donc une magnéto. Moi, je cherchais des magnétos surtout. Je voulais des magnétos. Enfin, je voulais une magnéto Vico. Il me dit ah non, une Vico, j'en ai pas, mais j'ai une Fairbanks Morse. Bon, elle est là sur un moteur, mais je vais pas la démonter pour vous la montrer. Donc une Fairbanks Morse, hein, c'est ce qu'il y avait sur les XLCH hein, à partir de 59. Donc, il m'a vendu une Fairbanks Morse, il m'a vendu des bougies, il m'a vendu une pompe à huile un peu spéciale pour 750 Flathead Harley. Il m'a vendu une pipe d'admission de WR aussi. Et voilà. Et ensuite, il m'a donné des photos. Par la suite, il m'a même envoyé donc ce paquet là, cette enveloppe remplie de photos, parce que bon, ben on a continué à correspondre donc pendant quelques temps. Alors là, il y avait vraiment des photos intéressantes de lui en train de bricoler, de sa fille Cindy à qui il avait fabriqué aussi une Indian. Voilà, donc ça, je vais vous en montrer quelques-unes à l'écran. Et pour en revenir donc au Magneto Vico, il m'a dit, écoute, moi, je n'ai pas de Magneto Vico à te vendre, mais voilà, tu vas aller voir telle et telle personne au petit aérodrome de Auckland, et puis là, tu vas trouver ce que tu cherches. En revanche, ce sont des magnétos d'avion qu'il faudra convertir. Et donc, effectivement, je suis tombé à l'aéroport de Auckland sur un vieux hangar, mais vraiment les hangars façon Seconde Guerre mondiale. Là, je tombe sur un vieux bonhomme qui me dit ah ben va voir là-haut sur la mezzanine. Alors il faisait obscur, on était vraiment dans l'obscurité totale. Le type me file une lampe électrique et me dit bah tiens, vas-y fouille, je crois que quelque part il y a un carton. Et il y avait effectivement un carton rempli à blocs de magnétos comme celle-ci, donc vraiment new old stock, un neuf d'époque. Et donc il me dit bah combien t'en veux? Je lui dis bah je sais pas, ça dépend combien ça coûte. Il me dit bah écoute 20 $ pièce. 20 $ pièce, j'avais envie de prendre tout le carton, bah, sauf que 2 jours après ou le lendemain, je sais plus, je prenais l'avion pour rentrer chez moi, et donc une magnéto comme ça déjà ça pèse énormément. J'en ai acheté deux. J'ai acheté deux magnétos Vico. J'avais aussi ma Fairbanks Morse. J'avais tellement peur de les paumer, enfin qu'on me perde la valise dans le vol, que j'ai mis ça dans mon sac à dos en bagage à main. Alors évidemment déjà ça pesait bien lourd. Et puis surtout au passage des services de sécurité à l'aéroport, ils ont passé ça au rayon X. Ils ont vu qu'il y avait trois
trois gros trucs remplis de bobinages. Alors bon, ben, pour leur expliquer que c'était des magnétos des années 40 et 40-50 et pas des bombes, bon, j'ai dû vraiment tout, tout leur ouvrir, leur démonter, leur expliquer ça. Enfin voilà, donc toujours est-il que j'ai toujours ces magnétos Vico. Finalement, j'en ai rien fait parce que entre-temps, pour mon WR à l'époque, j'avais trouvé une vraie Vico qui avait appartenu à Léo Anthony. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais bon, c'est toujours des beaux objets. Peut-être qu'un jour, il y aura moyen de convertir ça. Enfin, voilà, faudra que je trouve. Bon, enfin, toujours est-il que Francis Clifford, donc j'ai passé vraiment une journée quasiment avec lui. Hein. On a passé plusieurs heures dans le garage, on a passé plusieurs heures dans sa maison. Là, il m'a ouvert tous ses albums photos, ses machins, il m'a montré ses trophées, il m'a parlé du tremblement de terre qu'il y avait eu à San Francisco, je crois en 59 ou je ne sais quoi, parce qu'il y avait un trophée qui était à moitié cassé, le petit motard qui était sur le dessus avait la tête bousillée. Donc il me dit bah oui là c'était en 59, pof il est tombé là. Enfin sous-entendu depuis de 59 à 99 il y avait rien qui avait changé de place, absolument rien chez lui. Hein. Si ça se trouve la tête du trophée, la tête du motard du trophée était encore sous le canapé quelque part sous une couche de poussière incroyable. Enfin voilà donc c'était vraiment la petite journée chez Francis Clifford, c'était vraiment super sympa. On a donc continué à correspondre. J'ai gardé quelques lettres qu'il m'a envoyées. Il m'a d'ailleurs fait cadeau aussi de la plaque numéro 53, donc une vieille plaque qu'il avait sur une de ses motos de course à l'époque. Il me l'a dédicacée, donc 53Y, donc c'était pas un pilote professionnel. Il avait pas de numéro plein. Il avait un numéro avec suivi d'une lettre qui était donc une indication géographique. Et donc il m'a offert cette plaque. Il a continué donc de m'envoyer des lettres avec des photos. Et puis malheureusement en 2006 il est mort, mais je suis quand même vachement content d'avoir pu connaître ce grand monsieur de la course et de la mécanique. Voilà. Bon, c'était la petite histoire du jour. Comme je vous le dis à chaque fois, j'ai malheureusement moins de temps maintenant pour vous faire des vidéos à un rythme aussi régulier que par le passé à cause de mon travail pour le magazine Culte. Mais bon, je continuerai de vous en faire régulièrement. Si vous avez des suggestions, des remarques ou quoi que ce soit, vous pouvez les marquer, les indiquer en dessous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bon, allez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Salut les amis.